Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Les inquiétudes autour de l'offre de soins en Calédonie restent vives alors que de nombreux praticiens manquent aujourd'hui sur le territoire. Mais au-delà de la qualité des soins, c'est aussi l'écosystème économique de la santé qui est touché. Et nous allons en parler dans cette émission aujourd'hui avec les 4 invités qui sont avec nous. Patrice Gauthier, le président de la FPLS, la Fédération des professionnels de santé. François Delbois, qui est vice-président de l'Alliance des infirmières calédoniennes et président de l'Opus. Éric Caten, qui est directeur de Pacificaire et président du CIPSAD, et Xavier Delagneau, président du syndicat des chirurgiens dentistes. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Et Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite présentation rapide autour de sigles que les Calédoniens connaissent ou ne connaissent pas et qu'il faut expliciter. François Delbois, rappelez-nous ce qu'est l'Opus. L'Opus, c'est l'organisation, la seule organisation, c'est une association qui regroupe à la fois les usagers de la santé, les professionnels de la santé, du secteur libéral, mais aussi de la clinique, donc de l'hospitalisation. Et à l'heure actuelle, l'Opus propose des réformes de gouvernance de système de la santé. C'est une force de proposition, ce qu'on appelle un think tank, mais qui a participé d'ailleurs aux travaux de NCECO, au précédent plan du gouvernement. C'est donc une des forces de proposition de la réforme de la santé sur le territoire, et je dirais en consensus finalement avec les autres forces que peuvent représenter la FPLS. L'autre sigle qu'il faut expliciter, Éric Caten, c'est le CIPSAD, dont vous êtes le président. Alors le CIPSAD, c'est le syndicat des prestataires de santé à domicile. Donc on est sur le domicile, on va s'occuper des patients qui retournent chez eux avec des besoins de traitement. Et donc c'est un syndicat qui représente à peu près 9000 patients en continu sur le territoire. Alors on va parler des conséquences économiques de cette crise que traverse le secteur santé à partir d'une enquête de la FPLS, la Fédération des professionnels libéraux de santé. Rappelez-nous peut-être rapidement, Patrice Gauthier, dans quel cadre s'est fait cette enquête et quels sont les points saillants qui en ressortent, et après on rentrera dans les points plus particuliers. Alors le cadre général, c'est déjà l'activité de la FPLS elle-même, c'est-à-dire de ne pas croire savoir, mais savoir. C'est-à-dire qu'en fait, en 2022, on a lancé une étude comparable qui était également sur l'attractivité. Cette étude était déjà, on va le dire en français, alarmante. Ceci dit, c'était juste un signe d'alerte. En 2024, nous avons vécu les événements tous ensemble. Il était important de renouveler cette étude-là pour mesurer exactement ce qui se passait. Sur ce, on a ajouté quand même un élément qui était la mesure de l'indice post-traumatique des professionnels de santé. Je dis tout de suite d'ailleurs que cet indice-là, aujourd'hui, il pourrait être repositionné sur la population entière, ce qui donnerait d'ailleurs un état de la santé mentale de la population calédonienne aujourd'hui post-événement. Donc l'idée, c'était ça, c'était de remesurer les conséquences de ce qui s'est passé, de le comparer à 2022 et de voir les conséquences de traumatisme post-événement et surtout le lien qu'il pouvait y avoir sur les volontés des professionnels de rester ou de partir. Alors ça, on sait, ça affecte l'offre de soins. Dans cette émission, on va s'intéresser à l'aspect économique des choses, parce qu'il faut rappeler qu'on parle souvent d'un infirmier, d'un médecin, d'un kiné, etc., mais on n'imagine pas quel est l'environnement dans lequel il évolue, l'environnement professionnel. Certains, François Delbois, sont juste patentés ou à leur compte, d'autres ont des petites sociétés carrément autour d'eux. Alors, en ce qui concerne, je vais parler des infirmières et des infirmiers libéraux, la plupart sont patentés, tous sont patentés, et une partie, un tiers environ, est conventionné avec la CAFAT, c'est-à-dire c'est leur cabinet, et ils vont tourner, puisqu'un cabinet tourne 365 jours par an, évidemment, ils vont être obligés de prendre des remplaçants, donc ça représente une population de patentés de l'ordre de 600 personnes. 600 infirmières. Que font ces infirmières ? Ces infirmières, eh bien, évidemment, elles travaillent avec la CAFAT, mais elles permettent, à travers leurs soins, de soigner. Évidemment, ça paraît idiot, mais quand on est soigné, quand la société prend en charge les personnes malades, ces malades guérissent ou vont mieux. Et donc, sont moins à charge de leur famille, ce qui libère, en fait, des personnes pour travailler, pour se former, pour passer des diplômes, et elles-mêmes, finalement, retournent travailler, alors que si on laisse se dégrader finalement la santé de la population, c'est pas par hasard si l'État prend en charge la santé de la population, c'est pour que la population soit
dynamique dans le tissu économique. Voilà, et plus la population va bien, et meilleures les choses sont. Les chiffres le prouvent d'ailleurs. Un point d'investissement dans la santé, c'est un demi-point supplémentaire de PIB. Donc c'est vraiment un investissement dans la santé. Patrice Gauthier. Je peux juste vous donner un exemple. On avait parlé à un moment des addictions, etc. La traduction économique de ce qu'on appelle une addiction, elle a été mesurée entre autres par l'OMS sur la partie alcoolémie. En gros, dans l'OCDE, ça coûte 1,3% de PIB, la partie alcool en effet direct. En Calédonie, ça correspondrait à peu près, à l'époque on était à 1000 milliards à peu près, c'est 12 milliards de francs CFP, mais en coût indirect, on était à 2,7% de PIB, et du coup, c'est reporté à 25 milliards. Additionnez les deux, vous voyez tout de suite que la politique de santé, en termes de gestion des addictions, le fait qu'il y ait des gens qui soient là pour les prendre en charge, a un effet direct sur l'économie et sur les coûts. Parce que forcément, les sommes dont je vous parle, ce sont des sommes qui sortent de la poche des Calédoniens et qui sont là pour essayer de les prendre en charge et de gérer les contre-coups. Oui, on vous écoute, Xavier Delagneau. C'est vrai que souvent, on parle de la santé comme un coût en tant que tel, et on a une vision qui se limite simplement à ces dépenses de santé. Mais effectivement, comme viennent de le dire Patrice et François, on a un élément qui est très important, c'est ce que peut induire la santé. Et donc, c'est pas un coût, c'est en fait un investissement à la fois pour la population, pour l'économie, pour la santé, mais pour l'économie. Alors, il y a des effets indirects, c'est-à-dire qu'une personne en bonne santé va avoir des capacités à mieux travailler, à être plus heureuse, à moins dépenser pour sa santé si elle est bien suivie. Et puis, il y a aussi l'activité des différents professionnels de santé. Alors, certains sont patentés, libéraux, indépendants, et d'autres se regroupent plus volontiers dans des structures, comme c'est le cas des chirurgiens dentistes. Et c'est une tendance qui va aller en s'accentuant pour mutualiser les coûts qui sont très importants au niveau du matériel dont on a besoin de s'équiper. On crée des petites entreprises avec du personnel, des secrétaires, des assistantes, etc. Et on fonctionne aussi avec des sous-traitants, etc. Donc on est vraiment un maillon dans la chaîne économique qui est très important. Certes, ce sont des petites structures, mais additionnées les unes avec les autres, on a vraiment une importance capitale dans le tissu économique. Oui, Patrice Gauthier. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais néanmoins, il y a quand même un lien que l'on peut faire immédiatement entre l'économie et la santé. On l'a tous vécu, le Covid. On s'est quand même aperçu d'une façon tellement flagrante que, effectivement, sans la santé, on n'arrivait pas à maintenir une économie. Et sans économie, il était impossible de financer la santé. Eh bien, vous êtes au cœur du problème là-dessus. C'est quelque chose que l'on revit aujourd'hui ici. Il faut aussi savoir une chose, c'est que dans un système comme le nôtre aujourd'hui, si le système de santé passe la zone d'amorçage, c'est-à-dire se désamorce, le système de pompe, les conséquences, en fait, ça veut dire que globalement, moi, je me suis cassé le pied là. J'ai pu compter sur des gens qui m'ont pris en charge, qui ont fait une radio, qui m'ont mis un plâtre. Aujourd'hui, on vient de me faire des injections. Tout cela peut disparaître du jour au lendemain. Pas complètement, bien sûr. Progressivement, oui. Progressivement. Si le système continue de se introduit déliter. de l'insécurité sanitaire auquel on n'est pas du tout habitué dans notre vie courante. Et cette insécurité sanitaire est effectivement un élément qui, petit à petit, désarme et les cerveaux et les bras qui font qu'une société fonctionne complètement. Et les conséquences en termes d'économie sont importantes. Eric Cathaine, est-ce que vous partagez le constat dressé par les autres participants à cette émission ? Oui, alors j'ajouterais qu'on constate aussi des départs et donc des fuites de compétences liées à l'inquiétude sur la capacité de trouver du soin. Alors, est-ce que cette crise qui existe aujourd'hui dans le secteur de la santé affecte aussi, parce qu'on en parle évidemment sans avoir forcément de chiffres ou de données très précises, affecte aussi les comptes sociaux? Est-ce que forcément, parce que ce sont des conséquences en cascade qui se passent, François Delbois? Bien évidemment, vous imaginez bien que lorsqu'une infirmière arrête son activité, je parle d'infirmière libérale par exemple, eh bien, son RUAM, ses cotisations disparaissent en même temps.
d'une part. Et d'autre part, cette infirmière qui assurait un certain nombre de soins, comme je vous le disais précédemment, si les soins ne sont plus assurés, la personne est plus malade. Cette personne va peut-être mobiliser d'autres personnes, notamment de sa famille, autour d'elle. Cette personne qui ne va pas aller travailler, qui ne va pas cotiser, et son patron ne cotisera pas, et ainsi de suite. Tout à l'heure, Patrice parlait de crash du système. S'il y a crash du système de santé, il y aura crash du système économique. J'en veux pour preuve que les pays qui passent sous régime finalement de santé humanitaire, ce qui nous pend au nez, c'est-à-dire que la structure sociétale de la société passe en mode dégradé. Ce sont les parents qui s'occupent des vieux, etc., comme on peut connaître ici. Donc, on comprend bien que nous avons un souci quand même sur le territoire, au-delà des comptes sociaux, et je dirais au-delà des comptes, cette notion qu'a dit Xavier, c'est-à-dire que la santé est un investissement, moi j'ai un peu l'impression que peu de gens la comprennent sur le territoire. En disant finalement, si on fait tel geste ou tel geste, c'est un coût, c'est un coût. C'est comme n'importe quelle, je dirais, société, c'est jeudi de l'écho. Dans une société, on réinvestit systématiquement. Et l'idée de réinvestir systématiquement dans l'humain, c'est-à-dire, par exemple, nous, autour de la table, nous proposons des restructurations, eh bien, de manière à rendre le système plus opérationnel, c'est-à-dire on nous donne une même enveloppe, et avec cette enveloppe, avec notre savoir-faire, on est en mesure, tous là autour de la table, de présenter des systèmes efficients. Et c'est là la problématique. La problématique, c'est qu'on a un mur. Je le dis, et nous partageons tous ce constat. On a un mur bureaucratique en face de nous, qui est sur des dogmes du siècle dernier, des dogmes qui étaient très bien dans la France de la reconstruction, où il y a eu la sécurité sociale d'ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs que la sécurité sociale était là, pour libérer les forces de travail aussi. Eh bien, ces dogmes, il faut les oublier maintenant. Il faut vraiment aller de l'avant. Et pour cela, la première chose à faire, on en a parlé au Congrès, aux politiques, au gouvernement, c'est d'ouvrir la porte et de dire, voilà, en plus, nous avons des solutions consensuelles entre nous, les médecins, les kinés, les établissements, etc. Une fois de plus, on représente l'ensemble, à part le Medipol, mais on sommes en très bon terme avec eux, l'ensemble et des professionnels et des usagers du territoire. Donc il faut bien évidemment écouter. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard, mais c'est très très limite. Voilà, le temps est vraiment compté maintenant. Patrice Gauthier. Oui, vous posiez des questions sur les conséquences sur les finances. Elles sont effectivement évidentes en termes de cotisation sociale, de trouver les équilibres. Et ça fait partie d'ailleurs des problématiques aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de professionnels, mais même de patients, peuvent se poser la question, dans l'avenir, est-ce que le travail que l'on va faire va être payé ? Tout simplement pourquoi ? Parce que le RUAM, aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, il tient un peu grâce aux injections d'État, etc., etc. C'est-à-dire qu'en lui-même, il n'est plus en état de s'auto-équilibrer, même si avant, il était déjà en déséquilibre. Mais là, on est très très loin. Donc cette conséquence financière a des conséquences directes aussi sur les départs, lesquelles ont des conséquences sur les cotisations sociales, etc., etc. Ce sont des effets en cascade. Mais oui, et la question du coup, on peut peut-être l'étendre, puisqu'on parle d'un système de santé, c'est les patients, est-ce qu'ils vont être remboursés à un moment ou à un autre là-dessus ? Précisons tout de suite que sur le cadre des populations les plus démunies, aujourd'hui, le problème se joue déjà, c'est plus de la fiction, c'est de la réalité. Des provinces ne payent plus, n'ont du mal à tenir leur CMS ouvert, faute de professionnels entre autres, probablement aussi faute de fonds. Et donc, oui, il y a des conséquences très directes qui sont en train de schématiser ce qui peut se passer d'une façon plus générale. C'est-à-dire que pour l'instant, ce sont les aides médicales, et c'est regrettable, parce que c'est vraiment les populations qu'on doit protéger, mais ça peut être le système général. Donc le secteur privé comme le secteur public est évidemment concerné. Alors, le secteur public est très touché, on le sait, et notamment la partie hospitalisation, puisque globalement, c'est 50% à peu près des sites opératoires qui sont fermés faute de bras. Le secteur privé, bien entendu, est touché. Et puis, surtout, il y a aussi une difficulté. Ce qui manque, entre autres, c'est que pour le maintenir, ce système, il faudrait qu'il y ait quand même une porosité entre le système public et le système privé, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser les bras
ou optimiser au moins les ressources qu'on a sur place. Et ça, c'est ce qui manque. Eric Cathaine, est-ce que ces difficultés rencontrées par le secteur de la santé, vous le ressentez pour tout ce qui est soins à domicile? Est-ce qu'il y a encore du personnel existant en nombre suffisant? Est-ce que les besoins augmentent? Est-ce que les soins à domicile ont un avenir finalement, sachant que c'est une organisation tout à fait particulière qu'il faut mettre en place? Quelle est votre réflexion là-dessus? Je pense que les soins à domicile et en parallèle avec les infirmiers libéraux ont toute leur place dans un système réinventé. Aujourd'hui, la dépense, elle est beaucoup sur le public. On peut très vite et très bien imaginer que le domicile soit une solution apportée aux gens. En plus, historiquement, il y a aussi des personnes qui souhaitent aller retourner au domicile, ne serait-ce que pour des fins de vie. Peut tout à fait avoir une part et un rôle complet dans un nouveau scénario. C'est vrai qu'aujourd'hui, le domicile, il est plus perçu comme une surcharge. De nouveau, on en revient, c'est un coût supplémentaire. On a des charges liées déjà à des établissements de santé existants. Donc, on va peut-être, puisqu'il y a des dotations, puisqu'il y a un système de financement qui est spécifique, on va essayer de faire fonctionner ce système-là. Et donc, le domicile, pour le coup, est perçu comme une extension pas forcément voulue, alors qu'en réalité, c'est une solution. Et c'est une solution clairement moins onéreuse. Je vais faire simple. Si vous ne payez pas une chambre dans un établissement de santé parce que la personne est chez elle, vous avez tous les frais d'hôtellerie qui sont supprimés. Et ensuite, les frais de bouche, etc. François Delbois ? Oui, je reprends cette idée de virage ambulatoire, on appelle ça comme ça en métropole. Eh bien, dans ce virage ambulatoire, bien évidemment, la clé, ce sont les infirmières libérales, et ce n'est pas une question de parti pris, c'est une question de chiffres. Un chiffre qu'avait présenté une ancienne présidente, Laure Favreau, que je salue au passage, sur un cas concret qu'on avait présenté aussi en commission de santé, c'était une perfusion. Une personne qui était aussi gardée à l'hôpital pour être perfusée coûtait 6 fois plus cher qu'une même prise en charge par une infirmière sur le domicile. Et donc, on parlait beaucoup de problématiques, mais je pense qu'il faut être aussi dans la dynamique de la solution. Et dans cette dynamique, en tout cas, les systèmes que l'on propose, qui sont issus de systèmes qui marchent déjà, les systèmes hollandais, des expériences comme des équilibres, qui d'ailleurs est terminé comme expérience, a été extrêmement concluante en métropole sur des modes d'exercice. Lorsqu'on manage les compétences des différents professionnels de santé, et là je vais parler en particulier des infirmières qui sont sous-utilisées en fait. Non seulement elles sont entre guillemets sous-payées, ça, elles sont bonnes, on le sait, mais en plus, elles sont sous-utilisées, elles ont une compétence énorme. On va revenir sur les solutions qui peuvent être proposées. Un mot sur le cas particulier des chirurgiens-dentistes, Xavier Delagneau. Aujourd'hui, est-ce que leur nombre a tendance à se réduire ? Est-ce qu'on a du mal à trouver du personnel aujourd'hui ? Parce que vous le disiez, un cabinet dentaire, c'est forcément des assistants, des secrétaires, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, le secteur, lui aussi, est en danger ? Parce qu'on en parle peut-être moins que de la médecine générale, par exemple. Oui, on est confronté à des problèmes un petit peu différents, mais qui vont dans le même sens que les autres professions de santé. Alors la particularité, donc à la suite du mois de mai, il y a eu un départ de 22 dentistes qui exerçaient... sur un total de combien ? Sur un total, au niveau libéral, on est 77 maintenant. Donc c'était essentiellement un exercice libéral et qui correspondait à des personnes qui effectuaient des temps partiels dans des cabinets en tant que collaborateurs. Voilà. Donc ça a rendu l'exercice plus tendu au niveau des professionnels qui restent en place. Ça a aussi eu un effet pervers qui a été de recentrer sur une partie de l'agglomération de Nouméa, dans les quartiers centraux, sud, voilà. Un certain nombre de professionnels qui exerçaient plus en périphérie. Il y a 10 cabinets qui ont été soit brûlés, soit vandalisés, inexploitables. Donc ces personnes se sont recentrées sur les quartiers sud. Il y a eu une ouverture de conventionnement, donc d'autorisation d'exercice complètement disproportionnée par rapport à la réalité, qui a de manière totalement incompréhensible et en total désaccord avec tout ce que les professionnels avaient préconisé, qui a permis une ouverture de cabinets sur Nouméa, et ce qui a
créer un appauvrissement et une création de déserts médicaux dans certains quartiers au profit des quartiers plus centraux. Donc on a ce déséquilibre qui existe aussi entre la brousse et l'agglomération, entre la province nord, île, et la province sud. Et on a des disparités phénoménales entre ces différentes zones géographiques qui entraîne par répercussion des problématiques économiques, puisque quand on est dans une situation géographique avec un désert médical, les populations ont moins tendance à vouloir venir s'établir, les personnes ne peuvent plus être soignées, on en parlait tout à l'heure, donc vont préférer aller ailleurs ou carrément quitter la Calédonie. Donc voilà un petit peu la problématique. Pour ce qui est de trouver du personnel, la situation est compliquée parce que le nombre de cabinets s'est tendu avec une activité qui a eu tendance à diminuer un petit peu dans certaines zones. Et donc il y a eu d'un certain côté des licenciements avec pas toujours la possibilité pour ces personnes de se déplacer là où l'offre pouvait exister. Les déplacements sont devenus pour nos patients et pour nos salariés très compliqués. Et on a effectivement une situation qui se tend de plus en plus. Patrice Gauthier. Oui, je peux vous donner déjà des chiffres puisqu'on a fait, on a une mesure là du coup qui est là. En fait, en 2024, là, 40% des libéraux ont des difficultés à se faire remplacer. Alors ça dépend, hein, c'est praticien médico-technique, c'est 63%. Chirurgien dentiste, justement, 60% exprimé sur le sondage. Et aide-soignant, 53%. Côté salarié, c'est 80% des salariés pensent que leur structure a des difficultés à embaucher du personnel qualifié. Donc là, vous avez la traduction concrète et directe de la question que vous posiez. Et bien entendu, vous imaginez bien les conséquences. Cela dit, de ce que vient de signaler Xavier, touche effectivement les infirmiers, notamment les dentistes et les kinésithérapeutes. Les médecins seraient moins touchés par ce phénomène-là. Mais ces histoires de conventionnement, de gens qui sont repartis vers le centre, ça déséquilibre tout simplement. Les gens qui étaient au nord, qui étaient bien utiles dans le nord, en fait, aujourd'hui, ont une inspiration pour revenir sur Nouméa, pour des tonnes de raisons, hein, dont éventuellement l'insécurité ressentie, réelle ou pas, ressentie. Qui reste quand même quelque chose de très important là, dans les choix que font les... Oui, là, on parle du post-traumatisme. C'est-à-dire quelles sont les conséquences que les gens ont tirées dans leur vie de tous les jours et quelles sont les conséquences, du coup, que ça a sur la population et sur l'économie. Donc, en gros, vous voyez bien, il y a des appels à l'aide sur les provinces des îles qui a de moins en moins de possibilités. La province sud a toutes les difficultés possibles pour garder ses centres médico-sociaux ouverts. Et la médecine libérale a du mal aussi à se maintenir sur place. François Delbois. Oui, donc je rebondis sur le manque de remplaçants, en tout cas pour les infirmiers libéraux. Hein, c'est aide-soignante, c'est surtout les infirmières. Hein, il n'y a pas d'aide-soignante libérale sur le territoire, et en France d'ailleurs. Ça fait partie de la dégradation des conditions de vie. L'insécurité, le fait de ne pas être payé, l'ouverture des conventionnements qui est issue d'une décision arbitraire, peut-être partant d'un bon esprit, mais sans aucune consultation, donc du coup arbitraire, et qui donne des effets complètement délétères. Et le problème, c'est que ça y est, c'est fait, et les effets sont là. Donc quand on ajoute tout ça, c'est vrai que du point de vue des infirmières, où est la qualité de vie? On ne peut pas se faire remplacer. Et donc, à ce titre-là, on peut moins bien prendre en charge. Il y a les déserts médicaux qui sont là. Et ça fait partie, une fois de plus, de cette volonté de départ, parce qu'il y a un chiffre dont on n'a pas parlé, mais qui fait partie de l'économie, c'est les intentions de départ qu'a révélé donc, le sondage Quid Novi. On est à la moitié des soignants, et sur la moitié des soignants, donc, il y a énormément d'infirmières. Il y a des centaines d'infirmières qui ont dit vouloir partir si cela continuait. Et ça, c'est une destruction du tissu économique. Alors, vous l'avez évoqué, il y a dans ce cas de crise, on regarde toujours un peu ce qui se passe dans d'autres endroits de la planète pour voir ce qui a marché et pour essayer de pallier ces difficultés économiques. Il y a donc des solutions qui pourraient émerger. Visiblement, vous en avez travaillé un certain nombre. Est-ce que vous discutez avec les pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a une prise en compte des propositions que vous pouvez faire? Comment ça se passe, Patrice Gauthier? Alors, oui, on s'est remis à discuter avec les pouvoirs publics.
mais il y a eu un grand trou entre 2019 et jusqu'à 2024, on va dire, là-dessus. À partir du début de la crise Covid, quoi, en gros. Oui, à peu près. 2019, c'est même un peu avant. Un peu avant, oui. Il n'y avait plus de possibilités. Alors qu'on venait de passer d'ailleurs sur une phase où il y avait une activité intense. 2015 à 2019, enfin 2018, ce sont les assises de la santé, les délibérations d'Occamo, les conférences de consensus au gouvernement, etc. Donc c'était une activité très intense, qui d'ailleurs a démontré qu'elle était capable de sortir les fameux consensus que l'on cherche, etc. Vous étiez en train de dire, on regarde un peu ailleurs ce qui se passe, mais en fait, il faut quand même savoir qu'on a une caractéristique ici, c'est qu'en fait, on a globalement procéder à toute la réflexion nécessaire sur le pays en amenant toutes les compétences de diverses sources. Je ne parle pas que des professionnels de santé, hein. Je parle des associations de patients, je parle de gens d'ailleurs de la DAS, de toutes les influences qui sont concernées par le système de santé, et tout ça a amené des consensus. Donc on a des solutions écrites. Nous, notre travail a été dans le cadre du PS2R. NCECO a été sollicité pour faire une note qui tient en 4 pages, 5 pages, je crois, maximum. Et là aussi, on a déterminé un consensus entre les professionnels de santé et cette fois-ci, les représentants de l'économie, que sont les syndicats patronaux et les chambres consulaires. Donc vous imaginez que oui, il y a eu des solutions qui sont là. La question maintenant est leur priorisation. Et on en est plutôt là. Et la demande aujourd'hui qui est faite d'une façon forte, c'est de dire rétablissez le fonctionnement qui était avant les délibérations d'Occamo, revenez à cette démocratie, c'est-à-dire associer les forces présentes, concernées par le système, une coordination et surtout une task force. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et je vais finir, ce qui manque beaucoup à la Calédonie, c'est pas de trouver des consensus. C'est de les faire appliquer. Et c'est vrai dans énormément de secteurs. Je suis moi-même secrétaire de la CPME. Je peux vous assurer qu'on pourrait dériver cette conversation sur beaucoup d'autres secteurs. Là, dans le cadre de la santé, on a tout. Et faire appliquer les consensus, c'est vraiment le problème. Xavier Delagneau. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un contexte mondial de pénurie de C'est ce que j'allais dire. professionnels de Voilà, santé. la crise est aggravée. Enfin, elle est grave en Calédonie, mais on sait qu'à l'extérieur, ça reste compliqué, notamment en métropole. Exactement. Et dans tous les pays, on va dire occidentaux, avec ce type de médecine, on est dans le même problème. Et jusqu'à présent, le message qui était de dire que la Calédonie se suffisait à elle-même en tant que pays pour pouvoir attirer par son lagon, son climat, etc., pour pouvoir attirer des professionnels de santé, c'est une idée qu'on entend encore traîner par-ci par-là, mais il faut vite, très vite en sortir. Et il est urgentissime que justement tout ce travail qui a été fait, qui existe avec les solutions, avec les consensus et les concertations depuis des années, il est urgent que maintenant tout ce travail, ces propositions soient transformées en actes et en décisions. On attend des décisions qui permettent justement à ce système de, dans un premier temps, survivre et ensuite de s'améliorer pour devenir de plus en plus efficient et économique. De façon à ce qu'on puisse continuer à bénéficier en Nouvelle-Calédonie d'une médecine de qualité telle qu'on l'a connue par le passé. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau des Jeudis de l'économie pour partager à la fois un état des lieux du système de santé en Nouvelle-Calédonie et les inquiétudes qui vont avec dans cette période compliquée. C'est une émission